À la fin du XIXe siècle, l'Europe se présente comme le centre du progrès, de la morale et de la civilisation. Les rois posent en bienfaiteurs. Les discours parlent d'humanisme, de développement, de mission civilisatrice. Dans ce décor soigneusement entretenu, un homme se distingue par son ambition discrète et méthodique. Léopold II, roi des Belges. Officiellement, Léopold II n'est pas un conquérant. Il se présente comme un visionnaire. Un homme préoccupé par l'avenir, par le commerce, par la science. Il parle peu de pouvoir. Il parle beaucoup d'aide, de routes, d'écoles, de progrès. Et surtout, il insiste sur un projet présenté comme généreux, apporter la civilisation au cœur de l'Afrique. Mais derrière ce langage rassurant se cache une réalité inédite. Le territoire qu'il convoite ne sera pas une colonie classique. Il ne sera pas administré au nom d'un État. Il deviendra une propriété privée. Un domaine personnel, une terre immense placée sous l'autorité directe d'un seul homme. Le Congo n'appartient pas à la Belgique, il appartient à son roi. Cette situation est unique dans l'histoire européenne. Jamais un souverain n'a possédé un pays entier comme un bien personnel, sans contrôle parlementaire, sans contre-pouvoir réel. Tout est centralisé. Tout remonte à Léopold II. Pour faire accepter ce projet, une mise en scène soigneuse est déployée. Des conférences internationales sont organisées. Des associations prétendument humanitaires sont créées. Les mots sont choisis avec précision. On parle de protection des populations locales, de lutte contre l'esclavage, d'ouverture au commerce. L'Europe applaudit. Les journaux relaient le discours. Les élites se rassurent. L'entreprise paraît noble, moderne. Personne ne s'interroge réellement sur ce qui se passe loin des salons et des tribunes officielles. Sur le terrain, une autre réalité s'installe progressivement. Une administration brutale, une logique de rendement, une obsession. Extraire le maximum de richesse, le plus vite possible. Le caoutchouc devient l'or noir du moment. Et pour l'obtenir, un système implacable se met en place. Les populations locales ne sont pas considérées comme des partenaires. Elles deviennent une main-d'œuvre contrainte. Les quotas sont imposés, les villages sont surveillés, les sanctions sont prévues à l'avance. Et la violence devient un outil ordinaire de gestion. Ce qui rend cette histoire glaçante, ce n'est pas seulement la brutalité à venir. C'est la manière dont elle est préparée, justifiée, normalisée. Sous couvert de progrès, sous couvert d'humanité. À ce stade, le monde croit encore à une œuvre civilisatrice. Mais les fondations du pire sont déjà posées. Une fois le Congo placé sous son autorité personnelle, Léopold II ne gouverne pas comme un chef d'État. Il gère comme un propriétaire. Le territoire devient une immense entreprise. Chaque forêt, chaque rivière, chaque village est évalué selon une seule logique, le rendement. Le produit clé de ce système est le caoutchouc. À la fin du XIXe siècle, la demande explose. L'Europe industrielle en a besoin. Les profits sont immenses. Et le Congo devient l'une des principales sources mondiales. Mais cette richesse a un prix humain. Pour atteindre les quotas exigés, une organisation armée est créée, la force publique. Officiellement chargée de maintenir l'ordre, elle devient en réalité l'outil central de la contrainte. Les villages sont surveillés, les hommes sont réquisitionnés, les femmes et les enfants sont retenus comme garantis. Les règles sont simples et brutales. Chaque village doit livrer une quantité précise de caoutchouc. Si le quota n'est pas atteint, la punition tombe. Elle est prévue à l'avance. Elle est appliquée sans discussion. La violence n'est pas une dérive. Elle est intégrée au fonctionnement du système. Très vite, la peur s'installe. Les populations comprennent que leur survie dépend de chiffres qu'elles ne contrôlent pas. Le travail n'est pas rémunéré. Il est imposé. Les journées s'allongent. Les forêts deviennent des lieux de traque. Et la moindre résistance est écrasée. Ce qui rend ce système encore plus glaçant, c'est sa froide rationalité. Les rapports sont rédigés, les résultats sont comptabilisés, les chiffres remontent jusqu'en Europe. Et plus les profits augmentent, plus la méthode est validée. La souffrance devient invisible derrière les bilans. Pendant ce temps, Léopold II reste à distance. Il ne donne pas d'ordre direct de violence. Il fixe des objectifs, il exige des résultats. Et cette distance lui permet de se présenter comme un souverain éclairé, étranger aux abus commis en son nom. Mais sur le terrain, personne ne doute. Les agents savent pour qui ils travaillent, les soldats savent ce qu'on attend d'eux. Et les populations comprennent que ce régime n'a rien d'une mission civilisatrice. Il s'agit d'une exploitation totale, organisée, méthodique. Ce qui se met en place au Congo n'est pas un excès isolé. C'est un système cohérent, pensé pour durer, pensé pour rapporter.
Et déjà, à ce stade, les premiers témoignages existent. Les premiers récits circulent. Les premiers doutes apparaissent à l'extérieur. Mais ils restent étouffés par une réalité plus puissante. Le profit. À mesure que le système s'enracine au Congo, les informations commencent à franchir les frontières. Elles ne sont plus seulement des rumeurs. Elles prennent la forme de lettres, de témoignages, de rapports détaillés. Des missionnaires écrivent, des voyageurs racontent ce qu'ils ont vu, des fonctionnaires quittent le territoire et parlent. Les récits se ressemblent. Trop. Ils évoquent les mêmes méthodes, les mêmes quotas impossibles à atteindre, les mêmes représailles, les mêmes villages brisés. Peu à peu, une certitude s'installe chez ceux qui lisent ces documents. Ce qui se passe au Congo n'est pas un accident local, c'est une organisation. En Europe, certains journaux commencent à publier ces informations, avec prudence, avec des mots choisis. On parle d'excès, d'abus, jamais de système, jamais de responsabilité directe. Le nom de Léopold II est rarement associé aux faits. Lorsqu'il l'est, c'est pour rappeler ses intentions humanitaires. Pourtant, dans les cercles politiques et économiques, la réalité est connue. Les profits générés par le caoutchouc congolais sont visibles. Ils financent des constructions, des projets, des ambitions. Et personne ne peut ignorer le lien entre cette richesse soudaine et ce qui se passe sur le terrain. Désespérance. Face aux accusations, une stratégie se met en place. Minimiser, contester, déplacer le débat. On remet en cause la crédibilité des témoins. On parle d'exagération. On accuse les critiques de vouloir nuire à une œuvre civilisatrice. Le doute est entretenu volontairement. Ce qui protège le système, ce n'est pas le secret, c'est la confusion. Plus les récits sont nombreux, plus on insiste sur leur manque d'unité. Plus les preuves s'accumulent, plus on réclame de nouvelles vérifications. Chaque demande supplémentaire retarde toute décision. Et pendant ce temps, rien ne change au Congo. Les gouvernements européens hésitent à intervenir. Officiellement, le territoire n'est pas une colonie d'État, il relève d'une autorité privée. Cette particularité juridique devient un refuge commode. Chacun peut prétendre ne pas être responsable. Ainsi, le scandale existe déjà, il circule, il est discuté, mais il reste sans conséquence immédiate, parce que reconnaître la vérité obligerait à agir. Et agir signifierait remettre en cause des intérêts puissants. Dans cette affaire, le silence n'est pas une absence de voix. C'est un choix collectif, et plus ce choix dure, plus le système se renforce, convaincu que rien ne l'arrêtera. À partir de ce moment, la façade commence à se fissurer. Les témoignages sont trop nombreux, les images trop difficiles à ignorer. Des photographies circulent, elles montrent des corps marqués, des villages détruits, des vies brisées. Pour la première fois, la violence n'est plus seulement racontée, elle est visible. L'opinion publique européenne commence à réagir. Lentement, prudemment. Certains journaux osent aller plus loin. Des débats émergent, des voix demandent des explications. Le nom de Léopold II apparaît plus clairement. Et avec lui, une question dérangeante. Comment un tel système a-t-il pu fonctionner si longtemps sans réaction officielle ? Face à cette pression croissante, une nouvelle stratégie se met en place. Il ne s'agit plus seulement de nier. Il faut désormais détourner l'attention. On annonce des enquêtes. On promet des réformes, on parle de dérives locales, d'agents incontrôlés. Le problème est présenté comme une série d'exceptions, jamais comme une structure. Cette réponse rassure une partie du public. Elle permet de croire que le mal est limité, qu'il peut être corrigé sans remettre en cause l'ensemble du projet. Pendant ce temps, sur le terrain, les pratiques évoluent peu. Les quotas restent, la contrainte demeure. La peur continue de régner. Ce qui frappe dans cette phase, c'est la distance entre le discours et la réalité. En Europe, on débat, on analyse, on temporise. Au Congo, les conséquences sont immédiates. Les décisions prises loin du terrain n'allègent pas la souffrance, elles la prolongent. Certains observateurs comprennent alors que le problème dépasse un homme ou quelques agents. Il s'agit d'un système conçu pour extraire, contrôler et punir. Un système qui ne peut survivre sans violence. Et reconnaître cette vérité obligerait à admettre une responsabilité collective. Léopold II, de son côté, se retranche derrière son image. Il se présente comme mal informé. Il affirme vouloir le bien des populations. Il promet des améliorations. Mais jamais il ne renonce au contrôle. Jamais il n'abandonne la logique qui a rendu cette exploitation possible. À ce stade, le scandale est ouvert. Mais il n'est pas encore résolu. Car ouvrir les yeux ne signifie pas agir.
Et tant que l'action tarde, le système continue, protégé par le temps et par ceux qui hésitent à aller jusqu'au bout de la vérité. Lorsque la pression devient trop forte pour être contenue, le système change de visage. Il ne s'agit plus de nier frontalement. Il s'agit désormais de canaliser la colère, de la transformer en procédure, en commission, en mots rassurants. L'objectif n'est pas de révéler toute la vérité, mais de reprendre le contrôle du récit. Une commission internationale est annoncée. Officiellement, elle doit enquêter sur les abus. Officieusement, elle permet surtout de gagner du temps. Les témoignages sont sélectionnés. Les visites sont encadrées, ce qui est montré est soigneusement choisi, ce qui dérange reste hors champ. Le rapport final reconnaît des violences, mais il les présente comme des excès, des dérives locales, jamais comme le cœur du système. La responsabilité directe du roi est évitée. Le langage est prudent, calculé, il permet de reconnaître sans condamner. Sous cette pression contrôlée, une décision historique est prise. Le Congo cesse d'être la propriété personnelle de Léopold II. Il passe sous l'autorité de l'État belge. Présentée comme une rupture, cette transition est surtout un changement de façade. Les structures restent, les intérêts demeurent. Seul le propriétaire officiel change. Pour Léopold II, le moment est délicat. Son image est ternie, mais il n'est pas jugé, il n'est pas condamné, il n'est pas réellement tenu pour responsable. Il conserve son statut, ses richesses, et jusqu'à la fin, il continue de se présenter comme un homme incompris. Pour les populations congolaises, la situation évolue lentement. Trop lentement. Les violences les plus visibles diminuent, mais l'exploitation ne disparaît pas. Le système se transforme sans disparaître. Et les blessures accumulées restent profondes. Ce qui frappe dans cette phase, c'est la manière dont la responsabilité se dissout. L'État pointe le passé, le roi pointe ses agents, les agents pointent les circonstances. Chacun trouve un écran derrière lequel se protéger. Et au centre, les victimes restent sans véritable justice. L'histoire officielle retiendra une réforme. Elle parlera de progrès. Elle évoquera une correction nécessaire. Mais ce récit oublie l'essentiel. Il oublie que sans la pression extérieure, rien n'aurait changé. Et que même sous la contrainte, la réparation est restée incomplète. À ce stade, le scandale est refermé politiquement. Mais moralement, il reste ouvert. Avec le recul, le règne de Léopold II sur le Congo ne peut plus être réduit à une simple page sombre du passé colonial. Il s'agit d'un révélateur profond. Un révélateur de la manière dont le pouvoir, lorsqu'il n'est pas contrôlé, peut transformer un territoire entier en instrument de profit au mépris total des vies humaines. Pendant des années, ce système a fonctionné parce qu'il était rentable, parce qu'il alimentait des fortunes, parce qu'il finançait des projets prestigieux en Europe, et surtout parce qu'il était éloigné, loin des regards, loin des électeurs, loin de ceux-ci responsabilité directe. Cette distance a permis à la violence de devenir abstraite. Lorsque Léopold II meurt, il ne laisse pas derrière lui un procès, ni une condamnation officielle. Il laisse des bâtiments, des monuments, des traces visibles de richesse. En longtemps, son nom reste associé au progrès, à l'urbanisme, à la modernité. Le Congo, lui, reste associé au silence. Pour les populations congolaises, les conséquences ne s'arrêtent pas avec la fin du régime personnel du roi. Les structures mises en place ont durablement façonné le pays. L'exploitation a laissé des cicatrices économiques, sociales et humaines profondes. Des générations entières ont grandi dans l'ombre de cette violence organisée. En Europe, la mémoire reste longtemps sélective. On parle peu, on enseigne encore moins. Le récit officiel préfère évoquer une époque révolue plutôt qu'un système délibérément construit. Cette omission n'est pas neutre. Elle prolonge l'injustice en empêchant une véritable reconnaissance. Aujourd'hui encore, cette histoire pose une question dérangeante. Comment un tel crime a-t-il pu se produire au cœur d'un continent qui se présentait comme moralement supérieur? Et surtout, combien de personnes savaient, sans agir? Car le scandale du Congo n'est pas seulement celui d'un roi, il est celui d'une époque entière. D'un monde qui a accepté de fermer les yeux tant que les bénéfices affluaient, d'institutions qui ont choisi la prudence politique plutôt que la protection humaine. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais elle rime souvent. Et ce que révèle le Congo de Léopold II, ce n'est pas seulement la violence du passé. C'est la facilité avec laquelle une société peut normaliser l'inacceptable lorsqu'il est lointain, rentable et commode d'ignorer. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres scandales historiques et pouillots que l'on a trop longtemps passés sous silence.